Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans Dimanche en politique. La personnalité que nous recevons cette semaine est engagée depuis 20 ans en politique pour défendre l'écologie. Elle fait partie des 10 députés chargés de représenter le Grand Ouest à Bruxelles et à Strasbourg. Candidat éphémère à la présidentielle, notre invité est bien placé pour être la tête de liste des Verts aux prochaines élections européennes. Yannick Jadot va nous rejoindre dans quelques instants. Avant cela, regardons son portrait chinois en 1 minute. A tout de suite. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais commencer cette émission par une photo. C'est votre combat actuel, le combat contre un projet en Guyane intitulé La Montagne d'Or. C'est ça, un projet XXL de forage minier en Guyane. Photo, vous menez campagne avec Lambert Wilson, qui est un comédien. Est-ce qu'aujourd'hui, la caution showbiz, people, est incontournable aujourd'hui pour faire avancer un dossier environnemental ? Pas forcément, mais là, Lambert Wilson, qui est un écologiste depuis très très longtemps, a fait une expédition avec Greenpeace en Guyane. Et l'expédition était contre le forage, pour le coup pétrolier, de Total. Mais comme j'étais en même temps contre le projet de mine d'or, aussi en Guyane, on a décidé évidemment de faire cause commune. Mais pour dire à quel point... la voix d'un élu européen aujourd'hui porte encore ? Je crois, parce que, écoutez, quand on gagne contre la pêche électrique, nous, le Parlement européen, on avait voté pour la sortie du glyphosate. Quand on gagne sur les énergies renouvelables, quand on gagne sur la protection des données personnelles, on fait avancer la société, on fait avancer l'environnement, la santé. Mais là, on est dans un moment, pour la Guyane, incroyable. C'est-à-dire que le taux de chômage en Guyane est 2 fois plus important qu'en métropole. Le revenu moyen, 2 fois moins important. Et la seule chose que la République, que l'État propose aux Guyanais comme investissement dans l'économie, c'est de saccager leurs forêts ou de forer les fonds marins pour extraire du pétrole et menacer toute la côte. C'est d'un mépris absolu. La Guyane, c'est notre Amazonie, c'est l'Amazonie française. On ne peut pas la saccager comme ça. Alors, l'exercice du pouvoir lors du dernier quinquennat n'a pas laissé de bons souvenirs parmi les écologistes. Est-ce que finalement, l'écologie politique est finalement plus efficace quand elle se cantonne à être un lanceur d'alerte ? Je crois pas. Je crois pas. Je l'ai dit. Moi, je suis élu. On obtient des victoires par la bagarre au Parlement européen, comme les écologistes à Rennes obtiennent des victoires dans la coalition dans laquelle ils sont. Donc, les écologistes, ce qui fait leur spécificité, c'est à la fois de se battre dans les institutions, mais d'avoir toujours un pied sur le terrain des luttes, le terrain de la réalité. J'étais il y a quelques semaines avec les apiculteurs de Bretagne qui souffrent terriblement. Certains ont perdu 80% de leurs ruches et on sait que les abeilles meurent à cause des pesticides. Ils ne sont pas entendus par le gouvernement français. Donc vous êtes une sorte de porte-voix ? Non, pas simplement. Là, oui, plutôt un porte-voix quand il s'agit de la lutte des apiculteurs. Mais quand je suis au Parlement européen, j'écris la loi. Je participe à l'écriture de la loi qui protège la santé et l'environnement et qui se bat contre tous les lobbies. Alors, l'écologie politique en chiffres. On va regarder ce petit tableau sur le poids politique aujourd'hui d'Europe Écologie Les Verts. Bon, 5000 militants, ils étaient 12 000 en 2012, il y a 6 ans. 0 député à l'Assemblée nationale, 9 sénateurs, 6 députés européens. Quel est aujourd'hui votre espace politique ?
Notre espace politique... Parce qu'il y a des mouvements aussi à gauche de la gauche qui ont repris vos thèmes. Oui, mais si vous voulez, notre succès, c'est aussi d'avoir pollinisé la société française sur le glyphosate, sur les abeilles, même sur les accords de libre-échange, sur la situation dans les abattoirs, de la souffrance animale. 80% des Français sont avec nous. Donc on a gagné, on a participé à construire des majorités culturelles. Mais si l'écologie est partout, il y a ceux qui mènent vraiment les combats et il y a ceux qui en parlent. Alors, et sur le terrain, comme dans la loi, ça dépend d'avoir des écologistes ou pas. Il n'y a pas d'avancée sans écologistes et ce gouvernement en est la démonstration. Alors, je vous propose de réagir par rapport à ce verbatim du maire de Grenoble, Éric Piolle, qui dit « Chez les Verts, il n'y a pas la culture de la gagne ». On peut rebondir sur cette phrase, puisque vous avez été un candidat éphémère à la présidentielle. Vous avez choisi de vous désister pour un candidat de gauche, le candidat choisi par le Parti socialiste. Est-ce que vous n'avez pas fait une erreur de stratégie là? Ça montre bien que chez les écologistes, le combat passe avant les personnes. Malgré... Oui, mais la culture de la gagne, c'est on va jusqu'au bout de ses idées. La culture de la gagne, c'est de gagner. Et là, à ce moment-là, on savait que les écologistes ne pourraient pas gagner seuls. Il y avait un candidat socialiste qui sort de sa primaire, il est à 18%. Vous vous souvenez, le ticket d'entrée pour le second tour, c'était 20, 21, 22%. On a un candidat socialiste qui reprend pour partie nos idées. Donc il y avait un petit espace dans cette campagne totalement folle. Vous vous souvenez, les affaires Fillon, Macron ne savait pas ce qu'il racontait. Vous ne vouliez pas prendre de risques? Non, on voulait gagner. Il y avait un pari à jouer, infime, mais un pari à jouer qui était de se rassembler pour gagner. Malheureusement, comme vous l'avez pu le constater, on est passé de 18% dans les sondages à 6%. On ne va pas refaire l'histoire, mais ce pari n'a pas été gagné. Alors pourquoi vous ne refaites pas cause commune pour les prochaines élections européennes? Parce qu'on tire les leçons des expériences passées. Parce que quand il s'agit des européennes, ça n'a rien à voir avec un scrutin présidentiel à 2 tours. Là, on est sur un scrutin proportionnel. L'Europe, c'est le vote le plus libre pour la société française. Les électeurs, les électrices votent par adhésion. Et moi, je veux participer à une liste qui soit sans ambiguïté, profondément pro-européenne, pour changer l'Europe, pour faire grandir l'Europe, et 100% écologique. Ce discours peut encore porter quand on voit le vent d'euroscepticisme qui souffle aujourd'hui sur tout le continent, et même en France. Mais en même temps, vous avez raison. Il faut être réaliste aussi. Il faut un discours réaliste et pas forcément idéaliste sur l'Europe. Mais avoir un discours fort sur l'Europe, ça n'est pas sortir du réalisme. Face à Trump, face à Poutine, vous croyez que le réalisme, c'est de rétablir des frontières? Face à Trump, face à Poutine, face à Xi Jinping, sur la crise des migrants, sur la crise climatique, sur la question de la protection de la santé, il nous faut l'Europe. Il nous faut l'Europe pour nous protéger, comme pour porter ces sujets. Mais qui mène le cap justement en Europe? Parce qu'il y a des effets des courants contradictoires entre ce que décide le Parlement et ce que décide la Commission. Sur la pêche électrique, sur le glyphosate. Vous avez raison. Alors, mais c'est un espace politique. Par exemple, sur la pêche électrique, on s'est battu, et j'ai été de ce combat avec force, on s'est battu pour obtenir l'interdiction de la pêche électrique au Parlement européen. Mais l'Europe, c'est le Parlement et les États qui décident ensemble. Le Parlement a décidé, mais les États sont frileux. Les États ont parfois, y compris la France, une position foireuse. On nous a dit il y a quelques semaines que la France allait se battre contre la pêche électrique. On ne l'entend pas au niveau européen, se battre contre la pêche électrique. C'est pour ça qu'il faut... Discours. Bien sûr, c'est pour ça. Regardez sur l'histoire de l'huile de palme. La France et le ministre de l'écologie valide un projet de Total d'importation d'huile de palme qui va participer de la déforestation en Indonésie. Mais en faisant ça, il torpille une victoire que nous avions obtenue au Parlement européen d'interdiction de l'huile de palme dans les aérocarburants. Donc, le débat des européennes, c'est de contester à ceux qui se prétendent pro-européens, les Juncker, les Barroso, les Sarkozy, même les Macron, leur vision de ce qu'est l'Europe, parce qu'aujourd'hui, ils imposent une Europe technocratique, une Europe libérale qui transfère notre souveraineté, y compris à des firmes multinationales. On va revenir sur le terrain national et régional. Donc ça fait donc 1 an qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. Est-ce que l'écologie est plutôt bien traitée selon vous? Il y a eu un acte fort, c'est la nomination de Nicolas Hulot au ministère de l'écologie, de la transition écologique. Et puis c'est intéressant ce que vous dites. C'est de considérer que l'acte de protection de l'environnement, de protection de la santé, de changement de notre modèle de société, c'est la nomination de Nicolas Hulot. Non, c'est aussi la prochaine inscription de l'article 1, le changement de l'article 1 dans la Constitution qui va inscrire la défense de l'environnement.
Noir sur blanc, c'est un projet de Nicolas Hulot. Mais c'est très bien, moi je suis pour les symboles. Donc c'est un acte fort. C'est un acte fort en matière de symboles. Moi, mon sujet sur la question de l'écologie comme sur la question de la santé, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire demain. Quand ce gouvernement méprise les apiculteurs, quand ce gouvernement refuse que la sortie du glyphosate soit dans la loi, qu'on interdise la publicité pour les enfants, pour les produits trop sucrés, trop salés, trop gras, quand ce gouvernement refuse... On va revenir sur le dossier du glyphosate. Parce que moi j'entends bien, j'ai vu le président de la République hier. On est d'accord. J'ai vu le président de la République hier cajoler Nicolas Hulot. Mais il a fait des annonces concrètes quand même. Par exemple, l'abandon des projets miniers en Centre-Bretagne, l'abandon du projet d'extraction de sable en baie de Lannion, le glyphosate sorti d'ici 3 ans, c'est un effet d'annonce, mais c'est une annonce quand même. Voilà, vous dites, finalement, c'est quand même un président aussi qui est à l'écoute des dossiers sur les projets miniers. Tant mieux si ça va jusqu'au bout. Et je suis très content que tous mes amis écolos, de René Loy à tous les autres qui ont bossé pour contester ces projets, aient gagné. Sur Lannion, depuis des années, les écologistes se battent. Tant mieux. J'aimerais que ce qu'on applique en métropole contre les projets miniers, on les applique aussi en Guyane. On a parlé de Montagne d'Or. Mais j'ai l'impression, quand il s'agit du dur du combat écolo, la loi, interdire le glyphosate dans la loi. Et bien là, il cajole la FNSEA, il cajole l'agrochimie, il cajole Monsanto. Mais quand il s'agit de sauver le soldat Nicolas Hulot qui menace de partir, en communication, il cajole Nicolas Hulot. Ça marche pas, ça. Écoutez cet échange entre le chef de l'État et un agriculteur, c'était mercredi au Cap Fréhel, un échange justement sur le glyphosate. C'est intéressant, on va réagir là-dessus. Aujourd'hui, on a du matériel mécanique qui sert justement à détruire ces cipans et on n'a aucune raison d'utiliser le glyphosate. Et pour moi, aujourd'hui, je soutiens Nicolas Hulot. Je n'étais pas forcément politiquement vers l'environnement et vers les Verts. Aujourd'hui, je suis vice-président en charge de l'environnement. On est d'accord qu'on ne se connaissait pas il y a 30 secondes. On ne se connaissait pas. Je suis conscient aujourd'hui que ce soit au niveau de l'agriculteur ou du particulier, il faut interdire ce pesticide. On est totalement d'accord avec vous. Mais c'est avec des exemples comme vous et ce que vous venez de dire qu'on peut avancer. Et nous, la conviction qu'on a, c'est que l'interdire pour tout le monde par la loi en pensant qu'on fait de la magie, on n'y croit pas. Simplement parce que les gens doivent prendre leurs responsabilités d'abord. Voilà. Là, on est dans le pragmatisme, là, non? Ah oui, ce que j'adore, c'est qu'en matière d'écologie et de protection de la santé, quand c'est l'organisme... Est-ce que la politique des petits pas n'est pas aussi efficace qu'une grande loi qui ne sera pas forcément appliquée? Attendez, ce gouvernement passe son temps à légiférer. On légifère jusqu'à la présence de portables dans les écoles. À chaque fois qu'il faut faire des réformes de structure, comme c'est prétendu par ce gouvernement, on légifère. Et dès que c'est la santé, on confie à la FNSEA et à Monsanto la sortie du glyphosate. On confie au lobby nucléaire et à EDF la sortie du nucléaire. On confie aux constructeurs automobiles la fin du diesel. C'est quand même aberrant qu'on soit dans ce moment où il y a une telle urgence pour notre santé, pour l'environnement, que là, d'un seul coup, le pragmatisme, ça n'est plus de légiférer, ça n'est plus d'aller vite, c'est de prendre son temps et de reporter. Mais justement, le chef de l'État dit, en gros, il ne faut pas braquer le monde agricole. Il est pragmatique, il est réaliste. Ah ouais? Il ne faut pas braquer les usagers de la SNCF ou les cheminots, il ne faut pas braquer ceux qui reçoivent les APL, il ne faut pas braquer les contrats aidés, il ne faut pas braquer ceux qui bénéficient des aides sociales. Sur tous ces sujets, le président, dans son terrible manque d'empathie, il légifère. Et d'un seul coup, encore une fois, là, il s'agit de procrastiner, de reporter toujours les décisions, où le réalisme, ça n'est pas d'écouter tous ces paysans qui sont sortis du glyphosate ou qu'on n'utilise pas, c'est d'écouter ceux qui résistent. Mais il pense que 90% des pratiques vont changer d'ici 3 ans. Vous n'y croyez pas? S'il le pense, c'est tant mieux. Moi, on m'explique qu'il faut faire confiance à la FNSEA qui vit depuis des années de la vente des pesticides. Non. Moi, je crois que quand il s'agit de la santé, quand il s'agit de l'environnement, quand il s'agit de protéger les abeilles, quand il s'agit de protéger la santé de nos enfants, on ne peut pas ne pas agir avec détermination, avec ambition, et y compris à travers la loi. Donc la task force annoncée ce vendredi par Nicolas Hulot et le ministre de l'Agriculture pour évaluer au plus près la sortie du glyphosate d'ici 3 ans, rapidement, là, vous n'y croyez pas? Mais moi, j'ai une task force qui s'appuie sur la loi. Quand même, il y a eu ce débat, sur tout le débat parlementaire autour de la loi d'orientation, autour de la loi agriculture-alimentation.
Tout le monde a posé la question, mais le président s'était engagé sur la sortie du glyphosate, le président s'était engagé sur la vidéosurveillance dans les abattoirs, le président s'était engagé sur la fin des poules pondeuses dans ces cages abominables. Rien dans la loi. Rien dans la loi, et ça c'est pas du pragmatisme, ça s'appelle du renoncement. On arrive à la deuxième partie de l'émission, on arrive au débat. Yannick Jadot. Et nous allons aborder le thème de la régionalisation qui était au programme justement de la visite présidentielle aussi cette semaine en Bretagne. Dans quelques instants, nous accueillerons la conseillère régionale LR Delphine David. Elle a siégé dans un groupe de travail qui a travaillé depuis 3 mois sur le droit à la différenciation. 29 chantiers, terrains d'expérimentation ont été ciblés pour faire aussi bien, voire mieux que l'État concrètement sur plusieurs politiques publiques. On va en parler. Avant cela, petit retour justement sur le discours d'Emmanuel Macron jeudi à Quimper devant 700 élus bretons. Il a été question bien sûr de décentralisation. Le chef de l'État a en quelque sorte encouragé les élus bretons. Morceau choisi. Tous les territoires n'ont pas les mêmes atouts et donc le même rôle dans l'économie de demain et que nos politiques doivent s'adapter à ces réalités. C'est un principe de pragmatisme qui ne doit rien enlever à l'unité de la République, mais qui nous fait regarder la diversité des situations dans cette unité. Le deuxième principe, c'est celui de la décentralisation de projets. Nos concitoyens, ils veulent des solutions et des projets, quel que soit le sujet. Et donc, moi, je crois dans l'organisation qui permet au plus vite et au mieux de leur apporter une réponse. Il y a des territoires, il faut le faire avec la métropole, ou la communauté de communes, d'autres c'est avec le département, parfois c'est la région, parfois c'est à l'État de le faire lui-même. Là aussi, il faut être pragmatique, évaluer, savoir évaluer aussi dans le temps pour changer l'organisation quand elle n'est pas la bonne. Il me semble que la Bretagne est un bon laboratoire. Je voudrais faire de la Bretagne un laboratoire de cette décentralisation de projets. Voilà, et on accueille donc Delphine David, conseillère régionale LR, maire de Montfort-sur-Meu, en Ille-et-Vilaine. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Long discours jeudi du chef de l'État devant 700 élus bretons, une grande partie consacrée à la régionalisation, la décentralisation. Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté. Est-ce que globalement, ce pacte girondin qu'il a réitéré devant les élus bretons vous a convaincu et vous inspire confiance? Alors je vais vous dire oui mais. Je veux dire oui mais parce que la première partie... C'est une réponse de Normand, pas de Bretonne ça. Non, c'est vrai. Mais oui mais dans le sens où il a réaffirmé un certain nombre de confirmations dont on avait besoin d'entendre. Je pense notamment sur le développement des mobilités en fait en Bretagne. Je pense aux aéroports, je pense aussi aux projets d'éolien offshore qui ont été quand même réaffirmés. Donc on a eu quelques affirmations et confirmations qui étaient en fait attendues et importantes. Ensuite, la difficulté qu'on a souvent avec la Bretagne et l'État, c'est qu'on nous promet souvent le grand soir avec des pactes d'avenir. On en a vu beaucoup, le pacte d'avenir breton. Et force est de constater, parfois et très souvent, que l'État n'est pas au rendez-vous non plus de ses rendez-vous. Alors, Yannick Jadot, vous êtes sceptique sur l'engagement écologique du président de la République, sur son engagement pour la décentralisation, vous l'êtes moins? Est-ce que vous croyez à ce pacte girondin, vous? Non, pour l'instant, non. Est-ce que c'est nécessaire? Oui. Il faut absolument redonner du pouvoir aux citoyens là où ils considèrent que c'est le plus efficace politiquement. On a parlé de l'agriculture, on pourrait parler de la pêche, on pourrait parler des mobilités, de la culture, sur les bassins industriels. Évidemment, il faut transférer des compétences à partir du moment où il y a transfert de moyens. Mais est-ce que c'est dans la tradition française, qui reste une tradition, on va dire, monarchique, jacobine, est-ce que vous croyez qu'une vraie décentralisation est possible en France? Pour l'instant, je la souhaite. Ça a toujours été une difficulté. Ce que je constate de la première année Macron, c'est une année extrêmement jacobine, extrêmement centralisatrice, extrêmement technocratique. On voit des ministres qui ont finalement peu de pouvoir de décision. On voit des rapports avec les collectivités locales qui sont très très durs en leur disant finalement, vous allez rentrer dans un schéma très précis, vous allez fonctionner avec des moyens très restreints. Et quand j'entends le président de la République défendre les petites lignes ferroviaires, tant mieux. Mais qui va payer? Si c'est un transfert de charges aux régions, ça va devenir extrêmement compliqué. Et je l'entends aussi, par contre, là, transférer la responsabilité potentiellement sur la loi littorale, en train de défendre l'idée qu'on casse la loi littorale pour mettre des territoires littoraux en danger, je trouve ça totalement irresponsable. On va laisser parler un peu Delphine David. Vous avez donc participé à ce groupe de travail. 29 chantiers concrets ont été ciblés. On ne va pas tous expliquer là aujourd'hui. Globalement, c'est quoi? C'est faire mieux que l'État
au niveau régional? C'est ça l'idée, l'état d'esprit? L'idée, oui. Alors, dans un premier temps, c'est aussi de montrer une singularité bretonne par rapport aussi à la France, puisque l'objectif est l'article 72 de la Constitution. Donc, il faut aussi prouver des singularités qui nous permettent finalement... Alors, qu'est-ce que ferait mieux la Bretagne concrètement? Parce que différenciation pour le téléspectateur, c'est très abscon, on va dire. Eh bien, écoutez, un premier chantier extrêmement intéressant qui concerne en fait la loi Pinel. Aujourd'hui, sur le logement, concrètement, les Bretons aiment bien être propriétaires de leur logement. On a beaucoup de villes moyennes. On a un aménagement du territoire particulier par rapport à d'autres régions. Et aujourd'hui, Pinel, le PTZ, aujourd'hui, sont concentrés sur Rennes et Saint-Malo. Et le reste du territoire breton n'est plus éligible. Et on voit aujourd'hui que cela pose des questions. Donc la région pourrait reprendre la main, justement. L'idée, voilà, ce serait d'avoir l'enveloppe, c'est-à-dire que le dispositif de ce qu'on appelle là la défiscalisation et les choix de sectorisation puissent revenir effectivement à la Bretagne. On parle aussi d'une assurance maladie made in Braise, on parle de spécificité. C'est pas dans le rapport, mais c'est une proposition qui a été faite notamment. C'est une proposition aussi également qui a été faite également par ce groupe différenciation. Bon, alors plus de décentralisation, mais avec quels moyens? Parce que c'est le nerf de la guerre aussi. Alors ça, c'est un Parce qu'on est dans un budget, dans un contexte budgétaire très contraint. Est-ce que vous allez demander par exemple un nouvel impôt? Alors ça a été des vraies questions autour de la table. Pour l'instant, on n'a pas voulu forcément pour ce premier rapport, qui est un premier rapport, parce que le président Loïc Chénez-Gérard a souhaité qu'il y ait une suite qui sera donnée au mois de septembre, mais je crois que le président de la République attend la version définitive à l'automne, c'est ce qu'il a annoncé hier sur Quimper. Mais on n'a pas encore parlé en fait de financement. Bien évidemment, la Bretagne sera très attentive au transfert de financement pour effectivement exercer ses compétences. Par exemple, le produit de la TVA, vous le récupériez pour financer. Par exemple, un autre pas de nouvel impôt? Non, ça n'a pas été un souhait de notre part. On a simplement, par exemple, parlé de la redevance audiovisuelle. Par exemple, pour aujourd'hui, un nouveau média qui pourrait être porté à l'échelle des 5 départements bretons. Peut-être de reverser la redevance audiovisuelle, la part un peu des Bretons, pour que nous puissions avoir un nouveau média. Yannick Jadot, c'est pas un risque, ça, ce droit à la différenciation? Il y a des territoires qui vont peut-être mieux s'en sortir que d'autres. On va avoir une inégalité, non, au niveau... Si la différenciation, c'est le repli, évidemment, on va rentrer dans un enjeu d'inégalité où les régions riches voudront moins être en solidarité avec les régions plus en difficulté. Si la différenciation, c'est le droit à l'expérimentation, si la différenciation, c'est l'Europe des régions, bah justement, l'Europe de ville, c'est pas un affichage à l'Europe des régions, non? Non, c'est une vraie réalité. Non, parce que y compris, il y a des dotations qui sont très importantes. Les conseils régionaux sont très aujourd'hui en responsabilité des fonds européens. On peut parler de la politique agricole commune qui va être renégociée. Est-ce qu'on met l'argent dans les régions pour continuer l'agriculture la plus productiviste, ou on aide aux conversions vers le bio, on soutient l'agriculture paysanne, on soutient l'agriculture de valeur ajoutée? Ça, ce sont des choix démocratiques. Sur l'Europe des régions, c'est aussi les régions énergétiques. La Bretagne est en train de se connecter au reste de l'Europe du point de vue énergétique. Donc pas besoin de faire l'Andivisio et sa centrale gaz, parce que ça, c'est un cadeau donné à une entreprise. Ça n'est pas une pensée stratégique du point de vue de l'énergie. C'est ça le sujet. Pour autant, je voudrais juste faire un petit commentaire sur ce point. Je partage sur le développement des énergies renouvelables. Pour autant, on sait par exemple que cet hiver, nous avons encore été en rupture électrique. Donc aujourd'hui, on ne va pas refaire le débat sur la. On va pas refaire le débat sur la dépendance énergétique. On continue, s'il vous plaît. Non, on ne va pas refaire le débat là sur la dépendance énergétique. Franchement, là, on n'a plus le temps. Mais le cadre aussi, le cadre d'organisation de cette différenciation. Est-ce qu'il faut changer aussi le schéma politique, l'organisation politique au niveau d'une région? Est-ce que, par exemple, l'Assemblée unique de Bretagne doit enfin naître? Oui, alors nous l'avons évoqué à l'intérieur du groupe de la différenciation, notamment porté par le groupe de la droite et du centre, pour une raison simple, c'est par exemple la compétence tourisme, qui pourrait être aujourd'hui une compétence qui pourrait être aujourd'hui en chef de file portée par la région Bretagne, ne peut pas aujourd'hui être proposée, puisque nous n'avons pas encore eu le temps matériel de travailler avec les départements et les EPCI. Donc l'idée pour nous, ce serait de tendre effectivement vers cette assemblée, et peut-être même aussi d'ailleurs de la réunir. Donc suppression des départements en Bretagne, concrètement? Non, il faut dire les choses. De mon point de vue, oui. De mon point de vue, oui. Donc vous allez réussir à convaincre des François Goulard et Alain Cadec d'abandonner leur mandat ou leur collègue. Alain Cadec ne va pas être totalement qui est député européen également. En accord, qui cumule avec. J'assume parfaitement. Non, mais c'est très bien. On est d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Je ne veux pas que l'aménagement du territoire et que les réformes soient faites en fonction des postes des élus. On parle aujourd'hui du service public. Vous avez raison. Et donc c'est important de le rappeler. C'est ce qui a bloqué la précédente réforme territoriale. C'était les petits
petites baronnies locales, mais aussi sur la culture, par exemple. C'est un sujet essentiel. On a une politique culturelle nationale qui, malheureusement, est le nomadisme des troupes parisiennes, alors que, y compris les écolos, dans les collectivités locales, défendent la contractualisation avec des artistes à l'échelle locale pour qu'ils s'inscrivent dans le territoire et renforcent les cultures régionales. Ça, c'est important. Pour terminer avec vous, Delphine David, je ne peux pas évoquer ce qui s'est passé aussi cette semaine au sein de votre mouvement, les Républicains, avec le limogeage de la numéro 2, la vice-présidente, Virginie Calmels. Un petit carton laissé à l'accueil avec ses effets personnels, que ce soit dans le fond ou dans la méthode. Est-ce que vous cautionnez ce qu'a décidé Laurent Wauquiez? Absolument pas, ni sur le fond ni sur la forme. J'étais assez surprise, je vous avouerai, du duo dès le départ. J'étais plutôt très sceptique. Vous étiez tendance NKM au primaire, oui, tout à fait. Pour vous situer oui, politiquement. Mais depuis longtemps, depuis le début avec Nathalie, je suis à ses côtés pour défendre ses convictions que je partage. Donc j'ai aussi un côté, on va dire, écologique et l'environnement pour moi quelque chose d'important. En gros, les LR, là, c'est une unité de façade. Il faut le dire carrément, non? Là, je pense qu'il faut le dire carrément. Là, c'était en plus pour Virginie Calmels une unité effectivement de façade. Je pense qu'elle y a cru, elle, je pense, vraiment de manière personnelle. Mais aujourd'hui, effectivement, le parti devient Donc c'est la mort annoncée du mouvement Les Républicains? Écoutez, je l'espère pas, parce que je suis issue de cette famille politique et oui, mais enfin, j'aimerais. Mais pourquoi rester dans un parti qui ne représente plus vos idées? Écoutez, pour l'instant, moi j'ai été élue en fait sur une liste de la droite et du centre à la région Bretagne. On verra. Aujourd'hui, je suis en vrai questionnement, puisque je ne me reconnais pas dans la ligne aujourd'hui qui est conduite par M. Wauquiez. Merci beaucoup Delphine David. Restez avec nous. On arrive à la dernière partie de l'émission. Voici notre séquence Et demain. Voilà, chaque semaine, Loïc Schwartz, notre dessinateur, planche sur ce qui pourrait être l'avenir de notre invité principal. Eh bien, regardez, une petite touche d'humour pour vous, Yannick Jadot. Vous avez parlé du bien-être animal tout à l'heure. On vous donne deux solutions, soit devenir, après la politique, soit devenir président de la SPA ou président de la Fondation Brigitte Bardot. Votre choix. La SPA quand même, mais il y a un vrai, si vous voulez, ce milieu de la protection du bien-être animal, il s'est incroyablement renouvelé. Effectivement, la SPA et la Fondation Brigitte Bardot, ça apparaît un peu vieillissant aujourd'hui, même s'ils ont une activité considérable. Mais quand vous voyez aujourd'hui comment ce sujet est monté dans la société, avec L214, avec d'autres, c'est incroyable et nous devons tous y prendre soin. Pour terminer, vous êtes fixé une date limite dans votre engagement dans la politique, dans la vie d'un élu, dans le monde d'un élu? J'ai été pendant 20 ans, avant de faire de la politique, dans la solidarité internationale, à Greenpeace. J'ai vécu en Afrique, j'ai vécu en Asie. Et je crois que la question internationale est toujours une question qui me passionne, de toute façon. Donc ça peut être après l'Europe, soit avec un mandat, soit sans mandat. Oui, ce sera forcément quelque chose d'international parce que à la fois le monde est plein de dangers, de menaces, mais il est absolument extraordinaire. Donc je veux qu'on se replie pas sur nous. Mais vous serez tête de liste aux prochaines européennes? Ce sont les militants d'Europe Ou Écologie Les Verts. Vous le souhaitez? Ah, je le veux, oui. Donc la politique, c'est pas encore totalement terminé pour vous? Non, parce qu'il y a des combats extraordinaires à mener. Merci. C'est quand même, on doit à nos enfants une Europe bienveillante et une Europe ouverte. Merci beaucoup. On est arrivé au terme de cette émission, la dernière de la saison. On se retrouve bien sûr à la rentrée. D'ici là, le replay sur notre site Bretagne, france3.fr. Il me reste à vous souhaiter un très bel été. Tout de suite, l'édition de la mi-journée.